Chapitre 20. La création de la version congolaise de l'État-providence, le mentorat et la manifestation du plus haut niveau de maturité personnelle, de sécurité et de confiance en soi. 1. Introduction au 20e point de mon projet de société. Ce 21e point concentre toute l'œuvre politique, pour laquelle nous travaillons séance tenante, c'est-à-dire rétablir l'état de l'État congolais. Car, il est vrai que rien ne marche plus au Congo. Tout est à terre. Il faille tout refaire. Remettre le Congolais à sa place, et non seulement le valoriser, mais l'entraîner dans un élan de self-développement, tout en étant imbriqué dans un circuit d'accroissement de son potentiel et de sa richesse, au sein de la convergence de toute la population congolaise. C'est pour cela que je vous ai exposé ces 24 points de mon projet de société susmentionné. Afin que nous nous mettions résolument à l'œuvre. 2. Développement du 20e point de mon projet de société, car, nos dirigeants oligarques et kleptocrates tendaient hier, à affirmer que l'État-providence était mort. Et cela, lorsque leur gouvernance fut en prise avec des crises, savamment causées par leur malgouvernance. Ces derniers argumentaient et expliquaient aux gens, que les populations ne devraient plus compter sur l'État-providence. Car, disaient-ils, que l'État-providence était mort il y a longtemps. Je me souviens d'un homme politique comme Omar Bongo Ondimba, qui le déclarait aux Gabonais. Tout simplement, parce que ces derniers demandaient le minimum que devrait leur fournir l'État. Et, qu'il était incapable de leur pourvoir. Il faille remarquer que dans sa conscience, l'État-providence était la pérennité de l'État-providence tel qu'il fut manifesté sous l'âge colonial. Il démontrait ainsi que l'État-providence sous l'ère coloniale, au moins, s'occupait de pourvoir aux besoins fondamentaux de la population. Ce qui apporte aux oreilles et aux yeux, de la compréhension du cœur, de tout un chacun de nous tous que, l'État-providence est le système gouvernemental, qui se préoccupe foncièrement de pourvoir fournir et garantir l'obtention juridique, économique, et sociale, et autres des besoins fondamentaux, de tout un chacun des membres de la population d'une nation. Il est donc temps que nous mettions à œuvrer pour répondre à cet impératif déterminant le fait de savoir, trait d'union, comment réaliser la création de la version congolaise de l'État-providence. Toutes ces 24 premières promesses ne sont rien d'autre que l'exercice sociaux, trait d'union économico-politico-militaire et culturel, extra, de nouvelles mesures révolutionnaires, exprimant la nouvelle politique que nous devrions impacter au Congo. Elles exposent un tissu de projets de société, certainement rudimentaire pour certains, mais parfaitement mature pour démontrer sur le terrain pratique, la modernité de ce que nous devrions entreprendre, pour que le Congolais et la Congolaise soient mis chacun, à sa place, et deviennent ainsi, du coup, un élément essentiel de la reconstruction de l'État congolais. Ce que nous voulons pour le Congo est la modernisation politique de l'État. Et non, surfaire sur tout le modernisme que nous ne pouvons point appliquer à l'heure actuelle. Ce sont ces axes politiques qui contribuent, non seulement à la restauration de l'État congolais, dûment délabré par l'État policier ou l'État, trait d'union gendarme ou état de non, trait d'union droit, ou l'État corrupteur et corrompu, l'État intolérant, l'État d'impunité, qui est l'État, trait d'union dictatoriale, mais sa modernisation, en mettant en exergue, le pouvoir de chaque Congolais, à participer au développement de la congolité. En effet, il faille remonter la pente politique du délabrement de l'État congolais. Il est temps de reconnaître que l'État congolais n'existe plus. Depuis que le potentat politique DSN et ses seigneurs de guerre ont décidé de combattre la démocratie congolaise en 1997, alors qu'elle aura été réinstallée en 1992. Car l'État-providence congolais avait pris fin avec la prise du pouvoir politique par les militaires au Congo, depuis 1969, par le commandant Marien Ngouabi. Il a été remplacé par l'apartheid sassouiste-oyocrate. État-providence congolais, celui qui s'occupait entièrement des besoins fondamentaux des Congolais, et se mettait à les rendre possibles et profitables pour tous, a été détruit par l'arrivée au pouvoir des militaires aux affaires. Il faille le reconnaître. Car, lorsque les militaires sont au pouvoir, ils confondent la force militaire au régime politique qui doit étendre son sceptre, normalement pour défendre les intérêts de toute la population, et rendre accessible le développement de chaque membre de la nation, si possible, au superlatif absolu. Et ce que nous avions vu s'accomplir au Congo aura été le fait que, non seulement des gouvernements quasiment composés, des militaires dirigeaient le pays, comme le CMP, mais aussi, au cas où on plaçait quelques civils au pouvoir, ils devaient être sous la botte des militaires, pour pérenniser la dictature. Par illustration, la prise de pouvoir du colonel Denis Sassou Nguesso aura été rendue possible par le fait que lors du congrès extraordinaire du PCT de 1979, ce dernier admonestra l'ancien numéro 2 du PCT,
qui le demeurait sous Marien Ngouabi, que fut Jean-Pierre Tisterot-Chiquet. En le menaçant de l'assassiner, s'il n'abdiquait pas en sa faveur à lui. C'est ainsi qu'il prendra le pouvoir. Alors, Denis Sassou Nguesso s'entreprendra de placer au poste influent de l'administration congolaise des militaires, officiers, trait d'union officiers et même des soldats de rang. Ces derniers s'entreprendront, non au développement de l'administration congolaise, mais à l'anéantissement conscient et prémédité de l'administration, pour en faire un instrument du maintien du pouvoir à vie de l'apartheid sassouiste-oyocrate. Notre État des droits devra se mobiliser entièrement, en cette période actuelle, à rendre efficace et effectif le devoir de la gouvernance à aider les gouvernés d'entrer en possession de leur héritage national. Alors, le devoir sacré ou fondamental de l'État-providence congolais, qui se consacrait à faire de telle sorte que le Congolais lambda ait accès aux besoins fondamentaux, à savoir, -1, le manger, -2, le boire, -3, le loger, -4, le médical, -5, le déplacer, -6, la liberté de jouir de la lumière du jour, -7, la droiture et le justiciable, -8, le vêtir, -9, l'éducation, -10, le familial. 2.1 Définition de l'État-providence congolais. Il est important de réviser ce que l'humanité appelle l'État-providence. Et de le faire savoir une fois pour toutes aux Congolais lambda. Car dans le passé, l'emploi que les gens en faisaient, n'en était pas autant digne consécutivement à la conception qu'ils en avaient. Aussi, advient-il que, là où nous avions pensé que l'État-providence n'avait plus le droit d'être, remonte effectivement le délaissement des principes centraux, déterminant ce qu'est une nation. Ces principes ayant été disloqués, notre pays était en proie à son implosion interne. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pour cela que nous devrions revoir notre conception sur ce qu'est l'État, trait d'union-providence, aujourd'hui, car nous devrions le reconstruire. Tous les cris des uns et des autres ne signifient autre chose que la manière incontrôlée d'en appeler à la reconstitution de l'État-providence dans notre nation. Aussi s'avère-t-il que cette révision de l'instruction sur l'État-providence sera une digne leçon de choses pour notre jeune génération montante et militante actuelle. Ce sont des réalités que nous savons, car vécues ailleurs, sans que chez nous, nous ne nous y mettions. L'État-providence, trait d'union simplifié pour une bonne compréhension de ce qu'il est, et une bonne accessibilité à ce qu'il produit quotidiennement, est énoncé être, purement et simplement, un État social en Suisse, trait d'union. Il est important de le rappeler, car la Suisse exprime valablement l'état de l'État, trait d'union-providence. Aujourd'hui, la Suisse est reconnue mondialement comme un État-providence, dont les industries de base sont inconditionnellement les industries clés des secteurs bancaires et financiers, et la production des montres et le chocolat suisse sont mondialement célèbres. C'est symbolique comme État. Et cela, vis-à-vis de ce qu'est l'État-providence. Gérer l'argent du monde, fabriquer l'instrument de mesure du temps, et produire de la sucrerie, prisée au monde de l'hémisphère nord, qui elle-même ne peut produire la matière de base du chocolat, c'est-à-dire le cacao, démontre une parfaite organisation de l'état de la nation. Cela dénote d'une bonne gestion des affaires de tous pour le développement de tous. L'État-providence n'est pas du tout l'État communiste ou l'État socialiste. Il est une forme de gouvernance nationale ou plurinationale, trait d'union car il peut s'adapter au fédéralisme, en produisant une forme de gestion gouvernementale ayant plusieurs États-providence fédérés dans un État-providence, trait d'union fédérale, trait d'union. Elle est une gestion étatique adoptée par certains États, qui se dotent de larges compétences réglementaires, économiques et sociales, en vue d'assurer un équipement ou une armure, ou une batterie de capacités socio-économico, trait d'union judiciaire, plus ou moins étendue de fonctions sociales, au bénéfice de leurs citoyens. Cette forme d'État s'affranchit de la conception libérale d'un État, limité à des fonctions d'ordre public et sécuritaire. La forme d'État que nous avons n'est pas un État, trait d'union-providence. Plutôt, c'est une forme d'État libéral unilatéral, qui ne s'est point émancipé de la forme de l'État ne s'occupant que, -1, des fonctions d'ordre public, et -2, de la sécurité, dans le sens du maintien du régime sociopolitique dictatorial. La fonction publique ne s'occupant que de gérer les affaires qui, hier, appartenaient à l'État, et qu'aujourd'hui, auront été mis en liquidation judiciaire, pour ensuite être récupérés par la famille biologique du président de la République, et parfois, par la famille politique de ce dernier, ainsi que ses apparentés, en étant ses conseillers présidentiels, ministériels, et ses courtisans de la forme de cour du roi Péto qu'est devenu notre État congolais.
et toute la sécurité tourne autour de la garde présidentielle, qui doivent museler la force armée, pour la réduire au service de la protection du pouvoir à vie du dictateur autocrate, alors qu'elle ne peut pas sécuriser notre population, braquée et sujette des exactions par ses forces armées et sécuritaires. Trait d'union par exemple dans le cas de la guerre du Pool, injustifiée jusqu'à aujourd'hui, trait d'union, et qui ne puisse point batailler pour anéantir la présence des bébés noirs et autres Koulouna, et cette délinquance sexuelle dans les rues de Brazzaville et Pointe-Noire, à cause de l'indigence de tous. Et DSN continue d'acheter des armes, et dépenser de l'argent pour résoudre les problèmes de la Libye, alors que nous nous succombons par la malgouvernance. Non, cet État n'existe plus. C'est un apartheid sassoïste-oyocrate bien entendu. 2.2. La doctrine de l'État-providence. Il est important que nous sachions de quoi est-ce que nous parlons. Lorsque nous faisons état de ce que l'on appelle l'État-providence, que nous voulons tous, et auquel nous aspirons tous. C'est ce statut étatique-là que l'on appelle cet état des droits. Les différentes étapes événementielles et chronologiques que nous ayons connues sur cette terre, traduisent, historiquement, divers développements des formes de gouvernance au travers desquelles, notre monde est passé. Ces différentes formes d'État-providence se mettent en place, en Europe à des périodes différentes du développement historique, de ces nations auxquelles sont rattachés un compte-rendu historique manifeste. Et, cela aura lieu selon des modalités et des opportunités distinctes. Les circonstances historiques comptent souvent, et le plus affirmatif possible. Celles imposées par la courbe des circonstances que chacune de nos nations et de nos continents traverse. Pour rendre compte de cette pluralité de statuts, que nous devrions conférer à l'État-providence, 3 trajectoires historiques principales sont retenues. Et cela pour faire une autopsie pour décrire et caractériser les origines, les évolutions à partir desquelles se sont traduites les principes initiaux qui ont développé les États modernes que nous devrions tous bâtir. Et finalement, la diversité des modèles d'État-providence contemporains, sont détaillés en 3 sortes principales. L'État-providence français antique. En France, l'expression État-providence est forgée sous le Second Empire français, 1851, trait d'union 1870 par des républicains français qui critiquent le cadre individualiste de loi comme la loi Le Chapelier, interdisant les groupements professionnels ou ouvriers, et voulant promouvoir un État social se préoccupant davantage de l'intérêt de chaque citoyen et de l'intérêt général. Rappelons que le Second Empire français est le système constitutionnel et politique instauré en France le 2 décembre 1852 lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française, devient Napoléon III, empereur des Français. Ce régime politique succède à la Deuxième République et précède la Troisième République. Il durera 18 ans et quelques mois. Selon d'autres, l'expression aurait été employée pour la première fois par le député Émile Ollivier en 1864, pour ironiser et dévaloriser la capacité de l'État à mettre en place un système de solidarité nationale, plus efficace que les structures de solidarité traditionnelles. Note moderne et contemporaine, je voudrais poser la question aux Congolais lambda. Quelle instruction tirons-nous de la mention de l'État, trait d'union-providence, par rapport au sens de l'expression qu'évoque le député Émile Ollivier? Il apparaît qu'en cette époque, un système de solidarité traditionnel existait en France, n'est-ce pas? Oui. Posons cette question, aujourd'hui, quel est le système de solidarité que nous avons au Congo? Quasiment un seul. Et lequel? Il est le pire, mais, mentionnons-le quand bien même. C'est qu'au Congo, lorsque quelqu'un meurt, les Congolais lambda se cotisent pour assurer des meilleures funérailles. Et le plus souvent, le traitement de sa dernière demeure est onéreux, puisque les Congolais, pour des raisons que nous connaissons, sortent l'argent de leur poche pour cela. Si, pour connaître quelle est la mentalité de l'assistance sociale d'une société, il faille qu'il en soit au point de vérifier le principe mortuaire de cette dernière, vous vous rendrez bien compte que notre richesse est vouée à l'inutilité, du fait que ce sont des milliards que nous jetons, pour rien dans les devoirs d'enterrement de nos morts. En effet, il n'y a quasiment pas de système d'entraide sociale pour secourir nos malades et nos infirmes, nos indigents, sinon que nous nous contentons de participer à leur inhumation. Voilà. Et le constitutionnel, l'institutionnel et le politique se plaisent de ne pas nous bouger dans ce sens. Ce qui exprime une vocation congolaise, plutôt à la destruction de la structure sociale qu'à vaquer à son émancipation. Conséquemment, au cas où notre pays tenterait de s'organiser, sur le comment nous soutenir entre nous, les vivants, dans les circonstances de notre infortune, et que nous reconnaîtrions que cela sera l'entame d'un système national de solidarité individuelle et / communautaire congolaise, ces balbutiements, pour le député Émile Ollivier, seront appelés, par affabulation, l'État-providence.
le juriste Alain Suppiot, et le Rerum Novarum. Aussi s'intervient-il que d'après le juriste Alain Suppiot, la formule État-providence est d'origine catholique, elle serait issue de la nouvelle doctrine de l'Église, formalisée par le pape Léon XIII de mars 1810-20 juillet 1903, dans son encyclique Rerum Novarum publié le 15 mai 1891. C'est au sein de cet ouvrage que ce dernier exprime une légitimation explicite, qui traduise une reconnaissance de la tutelle publique sur la sphère économique. Mais, comme le relève à sa suite Pierre Legendre, sa déclaration stipulant que la traduction française de cette encyclique ne parlait plus de providence. Aussi, conformément aux arguments de ce dernier, il faille comprendre que selon lui, il parlerait plutôt d'un bel exemple de censure à méditer en France. Un rappel historique avantageux, en effet, qu'il plaise à nous tous de savoir, ce que c'est que l'État-providence. C'est une organisation constitutionnelle juridique économique et sociale, qui se base fondamentalement sur l'organisation de ce genre, issue de l'État théocratique juif. Tout l'Ancien Testament nous présente, à partir de 1450 avant Jésus-Christ jusqu'à la première venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'organisation de l'État, trait d'union israélite en tant qu'entité politico-religieuse. Aussi s'impose, trait d'union il qu'au commencement de l'ère ecclésiale, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, en l'an 28 ou 30 après Jésus-Christ, et après que l'apôtre Pierre ait démontré la confirmation en son jour de la promesse de Dieu, mentionnée en Joël 2, l'Église du Seigneur Jésus-Christ s'organise. Sous la forme de ce que dans ces temps modernes-ci, on puisse appeler l'État-providence. Cette institution communautaire ou nationale est fondée sur ce texte de la Bible-ci, 2.44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 2.45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. 2.46 Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 2.47 Louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 44, trait d'union 47. C'est en vertu de cette substance d'assistance sociale entre les membres d'une communauté, trait d'union ici, ecclésiale, trait d'union, que certains politiciens français d'alors, férus de la laïcité, trait d'union intervenant dans ce qu'ils ont appelé le siècle des Lumières, trait d'union objectaient qu'il fallait faire attention à cette tendance, de la manifestation de l'État-providence, car, ils croyaient certainement qu'il est d'essence religieuse. Catholique. Or, nous comprenons que l'État-providence est d'essence spirituelle et ecclésiale. Car, c'est la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ qui la mentionne. Les Actes des Apôtres sont un des livres de la Bible qui expose au mieux, comment est-ce que le peuple céleste de Dieu qu'est l'Église, se forme-t-il ici-bas, entre ses membres, et ceux-ci, dans leurs relations temporelles et terrestres, avec ceux du monde. Aussi, pour exposer aux uns et aux autres que l'Église n'est pas ce que sont les églises, les religions, les spiritualités, les cultes. Trait d'union par exemple, les églises catholiques, protestantes, pentecôtistes, et les églises du Réveil apparues, dans la seconde moitié du XXe siècle après Jésus-Christ. Lesquelles au fond, agissent exactement en exprimant ce qu'ils devaient être, c'est-à-dire, des sectes, des occultismes, des obscurantismes et des philosophies chrétiennes, trait d'union demeurant ainsi différente de l'Église de Dieu, celle dont la Bible démontre l'existence, en tant que l'ensemble invisible aux yeux humains, mais visible à celle de Dieu, de ceux qui sont nés de nouveau et œuvrant pour parvenir à leur perfection, trait d'union. Surtout sur son rapport de développement, dans ses relations nationales, j'ai publié un ouvrage intitulé « Rétablir la relation ministère, trait d'union Église, conclusion, tome 3, rendre à César ce qui est à César », qui expose bien comment est-ce que l'Église devait intervenir actuellement sur la politique, la société et l'économie. Car vous discernez que les églises actuelles n'ont plus rien du tout de ce qu'était l'Église au 1er siècle après Jésus-Christ. -1. Vérité divine impactant absolument la vie quotidienne de tous. -2. Travail quotidien économique. -3. Bonne gestion communautaire d'entraide entre les membres des églises. -4. Bon rapport avec l'État, et contribution de l'Église dans l'avancement de l'État. -5. Dissolution des antivaleurs. -6. Éclairage des populations dans leur ensemble avec la vision universelle. -7. Pratique de la justice, des droits et devoirs pour tous sans exclusive. Un éclaircissement sur mon œuvre ministérielle, et je profite donc de dire aux membres de la diaspora congolaise et aux Congolais du pays que, lorsque j'interviens dans ce combat,
il ne faille jamais me confondre aux conducteurs religieux, ecclésiaux, spirituels et cultuels qui les entourent. Je suis à 100% différent d'eux. Et mon implication en politique est doctrinalement mentionnée comme étant le devoir que je devais entreprendre aujourd'hui, en tant que le ministre du ministère du rétablissement de toutes choses, exposé dans la Bible comme devant être mis en exergue, rien qu'actuellement, et jamais auparavant. Et que c'est pour cela que tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu de mon époque, n'y comprenant rien, m'attaquent inlassablement, en étant seuls contre tous, sur tous les points. Il est absolument capital de le rappeler. Ce dont je parlais, ce qui concerne la Bible. Mais ce à quoi ils font allusion, eux, n'est pas de la Bible, mais de l'interprétation particulière de la Bible, que la Bible, dans 2 Pierre 1, 16, _ 21 mentionne, comme devant jamais être faite. Confère 2 Pierre 3, 14, _ 18 aussi, lorsque j'examine ce que pensaient, disaient et faisaient les philosophes du siècle des Lumières européens, cela n'est rien d'autre qu'une opposition de ces philosophes européens au catholicisme et au protestantisme. Mais pas une opposition à l'Église. Car en effet, même en ces temps modernes, lorsque l'on parle de l'Église, les gens parlent de l'Église catholique, de l'Église protestante, de l'Église pentecôtiste, et de l'Église du réveil, mais ils ne parlent pas de l'Église de Jésus-Christ. Point et une barre. Il faille en faire la différence notoire. De la sorte, le siècle de lumière européen n'aura été qu'un siècle des ténèbres européens. Le siècle de lumière européen aura été un temps durant 3 siècles, au cours duquel, ceux qui l'encensaient ont combattu l'Église catholique, laquelle aura plongé l'Europe dans le Moyen-Âge inquisiteur du 6e-16e siècle après Jésus-Christ, et ce siècle des Lumières n'aura jamais combattu la Bible, mais est l'Église catholique qui l'a combattue, au travers de ses philosophes et de sa théologie. Et les artisans de ce siècle de lumière européen, sont de ceux-là qui prenaient les enseignements des rouleaux du livre biblique et s'en défendre devant les inquisiteurs catholiques, et non, devant les envoyés de Dieu. Et alors, en quoi est-ce que cela me concerne, moi, envoyé de Dieu dans le ministère du rétablissement de toutes choses? Je ne suis pas un Européen qui aura été en proie à l'inquisition moyenâgeuse de 10 siècles, au cours de laquelle il y a eu une chasse aux sorciers et sorcières inhumains. De celle qui a assassiné Copernic qui démontrait que ce n'était pas le soleil qui tournait sur la Terre, mais le contraire. En quoi la théorie politico-judiciaire et philosophique de la laïcité me contraindrait-elle, moi qui n'y ai jamais été impliqué? En rien du tout. Les actes 2, 42, _ 6, 15 sont le fondement de l'État-providence. C'est pour cela que je ne me laisserai point admonester par n'importe qui. Et, -1, celui qui prétendrait que j'ai été formaté par le blanc, ou que, -2, je m'acharne à arracher une culture juive qui ne me concerne pas, alors que le négro juif africain que je suis est celui dont il est fait mention en Ésaïe 18, _ 20. Particulièrement en Ésaïe 19, 20, qui en disent ce qui suit. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et en Zacharie 9, 14, qui parle de ce qui suit. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair, le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. Et autres textes de la Bible, particulièrement le Deutéronome 18, 15, _ 22. Mes pères, les Hébreux sortis de Sé, les Israélites formés dans le désert d'Arabie, descendants d'Abraham, Isaac et Jacob en tant que peuple multiracial, et les Juifs du temps de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont partis en 3e dispersion, sont ceux-là qui ont écrit la Bible. Dieu merci qu'il n'existe aucun écrivain de la Bible qui ait été d'une autre race que de la race noire. Et, ces arguments, il n'y a pas de connaisseur de la Bible qui en disconviendrait. Jamais, il n'existe pas. Sinon que celui qui le prétendrait n'est qu'un antéchrist. Ainsi, moi, je marche avec la vérité biblique, qui éclate aux yeux des gens. Et je fais fi, -1, de leurs interprétations particulières, que les théologiens, les théoriciens, les idéologues, les philosophes, les exégètes, et autres, répandent actuellement au nom de Dieu, alors que le Dieu de la Bible les confond sempiternellement, et autres professeurs de la science biblique humaine. -2, et autres attaques sordides, infantiles et gamines qu'ils ont en prétendant, par illustration, que la Bible serait trafiquée. Mon ouvrage, intitulé Arcamon répond à la Bible en procès ayant mis les points sur les i à ce propos. -3, que la Bible serait calquée sur le Médunauté.
trait d'union qui n'existe jamais au grand jamais en tant qu'ouvrage écrit, trait d'union. -4, ou qu'elle serait une reproduction contrefaite de la religion égyptienne d'Osiris, d'Isis et d'Horu etc. car tout cela n'est que vanité, et un être humain sensé ne peut tenir de tels langages. Car, tous ceux qui attaquent la Bible font ainsi étalage de leur débilité, sur ce qu'ils ne connaissent pas, eux qui sont quasiment tout nés au XXe siècle passé, et qui ne savent rien sur ce qui aura concouru en ce que certaines théories, sur la Bible parviennent jusqu'à aujourd'hui. Nous devrions savoir exposer toutes choses se rapportant à notre développement, dans cette période actuelle sans complexe d'infériorité. L'État-providence bismarckien, l'État-providence allemand de l'époque coloniale, l'État-providence selon le modèle de Otto von Bismarck, encore reconnu comme étant l'État-providence bismarckien, fondé en Allemagne par les lois de 1880, repose sur le mécanisme des assurances sociales, dans lequel les prestations sont la contrepartie de cotisations, qui devraient assurer, -1, la prévention du risque maladie, -2, la vieillesse, -3, et accident du travail pour les actifs uniquement. D'où l'expression allemande de Wohlerstaat qui est utilisée par les socialistes de la chair, qui sont ces universitaires décrivant ainsi un système qui annonce les politiques bismarckiennes, en matière sociale. L'État-providence anglais, l'État-providence beveridgien, il surviendra après cela, la doctrine de l'État, trait d'union-providence selon le modèle de Lord Beveridge ou le modèle beveridgien, qui naît au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Il repose sur le principe de son financement par l'impôt, et fournit des prestations uniformes à tous les membres de la société, les prestations ne fournissant en général que des minima assez bas. D'où l'expression Welfahrtsstaat, littéralement, état du bien-être, forgée dans les années 1940, qui coïncide avec l'émergence des politiques keynésiennes d'après-guerre. L'expression Welfahrtsstaat, trait d'union qui voulait frapper les esprits en s'opposant au Warfahrtsstaat de l'Allemagne nazie, aurait été créée par William Temple, archevêque de Canterbury. Il est important de le comprendre afin de savoir que ce principe est universel et s'applique à n'importe quel peuple. Il est important de le savoir. Et cela ne voudrait pas dire que nous sommes des copistes invétérés. Nous devrions savoir qu'il y a des vérités universelles que nous ne devrions pas rejeter, parce que cela est l'œuvre de l'homme blanc. Il faille savoir que nous sommes nous tous une humanité tout entière. C'est parfaitement important de le savoir. Surtout à l'étape actuelle de recherche des solutions durables que nous devrions appliquer au peuple congolais. Le modèle français moderne, la combinaison bismarckien et beveridgien, l'État-providence selon le modèle français d'après, trait d'union-guerre, qui combine les deux modèles précédents et occupe une position originale et intermédiaire entre ces deux modèles. Dans ce modèle intermédiaire, l'État-providence poursuit un double objectif, -1, la protection sociale, qui demeure une sorte d'assurance contre les risques et aléas de la vie, -2, une aide sociale et une justice sociale, via certains mécanismes complexes de redistribution des richesses. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux courants humanistes font valoir des droits de l'homme sur le revenu national, reposant sur trois notions, les besoins de l'homme en tant qu'être humain compris comme étant, -1, la sécurité sociale, se rapportant à l'être producteur, trait d'union qui énonçait un partage équitable entre travail, entrepreneur et capitaliste lequel en ce temps antérieur-là est ce que nous considérons aujourd'hui comme étant le financier, ou le banquier, ou le boursier, -2, et en rapport avec l'être familial ou les allocations familiales. Ces objectifs sont poursuivis par un double dispositif, -1, un système d'assurance offert par la sécurité sociale, et -2, un système d'assistance offert par l'aide sociale, sont établis en vue d'une indemnisation, par les administrations publiques, des citoyens victimes des aléas de la vie, dans le genre du chômage, de la maladie, des accidents, de la vieillesse, le décès d'un parent pour un mineur, etc. L'objectif est d'apporter un minimum de ressources, ainsi que l'accès aux besoins essentiels, que sont mentionnés ici comme étant l'éducation, l'eau, la nourriture et l'hygiène, à tous les citoyens hors situation de catastrophe, guerre ou calamité. Trait d'union qui relève elle de la sécurité sociale, trait d'union. Nous allons travailler pour cadrer et encadrer notre société congolaise, dans ses principes qui révolutionnent ce qui s'y applique avec dévotion. Le contrat social, selon Pierre Rosanvallon, l'État-providence repose sur la notion de contrat social, telle qu'elle a été mise en place à la Révolution en France. En revanche, selon l'historien Robert Paxton, l'État-providence est fondamentalement anti-révolutionnaire. Les dispositions de l'État-providence ont en effet été initialement adoptées par les monarchistes, à la fin du XIXe siècle après Jésus-Christ puis par les fascistes au XXe siècle.
afin de détourner les travailleurs des syndicats et du socialisme. La gauche radicale, elle, y était opposée. Il rappelle ainsi que l'État-providence allemand a été mis en place dans les années 1880, par le chancelier Bismarck, qui venait de fermer 45 journaux et d'adopter des lois interdisant le Parti socialiste allemand et les réunions syndicales. Une version similaire de l'État-providence a été mise en place par le comte Andujar von Taaffe dans l'Empire austro-hongrois, quelques années plus tard. Toutes les dictatures européennes du ce siècle moderne, tant fascistes que autoritaires, étaient des États, trait d'union-providence, écrit-il. De fait, ils ont tous fourni des soins médicaux, les retraites, le logement abordable et le transport de masse, afin de maintenir la productivité, l'unité nationale et la paix sociale. Toujours d'après Robert Paxton, les marxistes européens étaient opposés aux mesures de protection sociale ponctuelles, car susceptibles de diluer le militantisme ouvrier, sans rien changer de fondamental à la répartition des richesses et du pouvoir, voir par exemple Rosa Luxemburg. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont abandonné le marxisme, en 1959 en Allemagne de l'Ouest, par exemple, que les partis socialistes d'Europe continentale et les syndicats ont finalement adopté l'État-providence, comme leur but ultime pointe l'évolution généralement observée, du rôle de l'État, depuis la révolution industrielle, soit un lent passage d'un statut d'État gendarme à celui de l'État-providence. En conclusion sur l'État-providence, l'historien Lucien Febvre, interrogé dans les années 50 sur l'événement le plus important de ce siècle, répondait « La disparition des rentiers ». D'où le commentaire de Daniel Cohen, déclarant que « leur revenu correspondait au début du siècle à 30% environ du PIB, et c'est en quelques pourcents qu'il faudrait le mesurer aujourd'hui. A l'inverse, les dépenses sociales de l'État représentaient quelques pourcents au début du siècle, elles représentent près de 30% aujourd'hui. Les rentiers d'hier sont devenus les retraités et autres bénéficiaires de l'État-providence d'aujourd'hui. L'écart entre les deux a un nom, la démocratie, qui donne au plus grand nombre ce qui était réservé à quelques-uns. Et comme nous voudrions le montrer à présent, la rupture historique introduite par Beveridge au travers du keynésianisme est moins fondamentale qu'il n'est généralement admis. C'est le XXe siècle tout entier, trait d'union, et pas seulement les années de l'après-guerre, trait d'union, qui porte témoignage de la grande transformation de la société vers l'État-providence. Il est fréquent de définir classiquement l'État, trait d'union-providence en opposant deux grands modèles d'État, trait d'union-providence, -1, l'État-providence bismarckien, fondé en Allemagne par les lois de 1880, et -2, l'État-providence beveridgien, lequel est basé sur le rapport social assurance en allié service de 1942, trait d'union dit rapport Beveridge, trait d'union, qui naquit au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Le premier est fondé sur le mécanisme des assurances sociales, dans lequel les prestations sont la contrepartie de cotisations, tandis que le second, financé par l'impôt, fournit des prestations uniformes à tous les membres de la société. 2.3. Un constat amer sur la dégradation du potentiel et de la richesse de l'État-providence, quand je suis à la télévision française, européenne, américaine, et maintenant asiatique, comment est-ce que des associations françaises, européennes, américaines, dans le domaine médical, scientifique, technique, technologique, sécuritaire, social, de l'éducation, et autres peuvent pavaner chez nous, au Congo-Brazzaville, en Zambie, au Mali, au Niger, en Éthiopie, ou ailleurs, en train de soigner nos malades ou nos infirmes ou nos infortunés, de réaliser des opérations médicales, d'entretenir des soins de santé primaire et secondaire, des soins spécifiques, qu'ils guérissent des infirmités et autres maladies, que pour le VIH trait d'union sida et autres, ce sont des collectes que les Européens réalisent, par des donations et des appels de fonds, et autres, et non, nous, j'en suis atterré. Qu'ils réalisent des exploits dans ces domaines précités. Qu'ils viennent intervenir pour sécuriser nos vies nationales, alors que nous avions des forces armées, de la gendarmerie, de la police et des agences secrètes, et autres. Certainement, tout cela m'explose de souffrance. Et pourquoi ? Nous n'avons pas des géostratèges. Pas d'intelligentsia. Pas de prévoyance. Tout simplement. Tout cela, nous pouvons le faire en Afrique, dans chacune de nos nations. Les moyens humains sont là. Mais, ils sont sous-exploités, sous-estimés, sous-évalués. Ce ne sont pas les capacités qui nous manquent. Je parle de capacités et aussi de capacités. Mais, lorsqu'un seul d'entre nous commence, nous le combattons, jusqu'à briser son élan d'entrain. Et, nous réjouissons de ce qu'ils ne réussissent pas. Et après cela, nous osons combattre le blanc qui vienne faire la même chose, en lui certifiant qu'il n'avait point le droit de le faire.
tout en critiquant nos États qui ne foutent rien du tout, disons-nous, le plus souvent. Cela me meurtrit au plus profond de moi. Lorsque nous examinons ces infrastructures qui existent dans plusieurs domaines. Cependant, qui peuvent emmener le développement national. Mais, qui manquent par exemple, rien que de moyens de roulement tout court. Les cadres dans les domaines de la médecine, de la science, de la technique, de la technologie, de la société, de la philosophie, de la politique, de l'anthropologie, et autres sont aussi formés et instruits que les Européens, les Américains, les Asiatiques, et parfois, ces derniers en sont, moins efficaces. Et minimement méritants que les mêmes de notre nation, ou de nos nations, mais, qui leur manquent tout simplement des moyens d'accompagnement. Qu'est-ce que cela ferait pour un citoyen ou une citoyenne lambda, qui a la conscience patriotique? On se complaît de cette circonstance et de sa pérennisation. Mais pourquoi? Parce que le Congolais lambda n'aime pas que son homologue réussisse, et ait le devoir de le diriger, car, on le croirait moins méritant. Mais pourquoi tout cela? À présent, rendons-nous compte que ces médecins sans frontières là, ces ingénieurs-là, ces mathématiciens-là, ces physiciens-là, ces instructeurs-là, ces éducateurs-là, ces agents sociaux-là, ces soldats-là, et autres viennent faire cela bénévolement. Certes. Mais, ils le font, parce que quelque part, ils sont financés, peut-être par des institutions non, traits d'union gouvernementale, des donateurs, des riches milliardaires. Ou même par nous-mêmes. Car, lors de la commercialisation de nos matières premières du sol et du sous-sol, des frais sont soutirés de notre revenu pour financer ces groupes-là. Mais que nous autres, nous ne connaissons pas ces rouages. Conséquemment, nous ne pouvons pas accéder à ces fonds. Parce que nous n'en sommes pas mis au courant, nos gouvernants ne nous en tenant point informés. Mais les leur tiennent informés en chaque chose et réalité, et ils en profitent. Et, lorsqu'ils viennent intervenir gratuitement chez nous, nous leur sommes infiniment reconnaissants. Ce n'est que normal. Car cette maladie, cette infirmité, ce manque, ce besoin qui ne pouvait être assouvi. Because, notre État ne peut rien, pour nous satisfaire en cela, et ne se sent pas responsable de cela, l'Est, par l'intervention de ces Européens, de ces Américains et de ces Asiatiques. Ceux qui sont venus nous secourir. Pourquoi ne pas les remercier? Pourquoi ne pas le leur devoir? Pourquoi ne pas nous incliner devant eux? Et je les vois complimenter, manifester un regain d'attention et de reconnaissance vis-à-vis d'eux, comme s'ils étaient des dieux. Pourquoi pas? Nos États font qu'ils soient toujours rudimentaires. Pourquoi ne se sentiraient-ils pas sempiternellement inférieurs aux Français, aux Européens, aux Américains, et aujourd'hui aux Asiatiques? Et dire que tout cela est dans la plupart des cas rendu possible, à partir de notre propre financement, ou de notre propre richesse. Voilà la vraie problématique. 2.4. L'État-providence repose sur la sécurité sociale. Nous devrions reconnaître que si aujourd'hui, la France détient la meilleure illustration de l'État-providence, c'est parce que ses concepteurs se sont fondés sur l'importante influence positive des modèles anglais et allemands sur le système français. Il devient donc remarquable que nous sachions que nous pouvons nous inspirer sur cette expérience, pour tracer notre ligne de marche dans ce sens. Nous reconnaîtrons, pour cela, -1, le choix évident de l'organisation démocratique de Otto von Bismarck, et -2, l'adoption louable de l'universalité de Beveridge. Aussi, reconnaissons-nous qu'il a surfé sur l'existence de distinctions aux résultats incertains, -1, un refus regrettable de l'unité beveridgien, et -2, un éloignement constructif du système bismarckien. Aussi s'avère-t-il qu'en 1945, Pierre Laroque, considéré comme le père fondateur de la sécurité sociale, a déclaré que le but essentiel de la sécurité sociale était d'assurer la sécurité du lendemain, alors que si cela n'est pas tout à fait vrai, on voit ici la volonté de l'époque d'assurer une meilleure protection, notamment aux travailleurs. Pour parvenir au mieux à cette sécurité du lendemain, les réformateurs se sont inspirés de deux concepts existants, pour créer le système français de sécurité sociale. Ainsi, entend, trait d'union par ce système, un ensemble relativement cohérent et coordonné de dispositions diverses, qui s'inscrivent dans un plan, qui se veulent complet, alors que cette conception en système de la sécurité sociale est caractéristique du XXe siècle. Il se pose ensuite la question de la définition de la sécurité sociale, on parle aussi d'assurance sociale, puisque la sécurité sociale joue un rôle et obéit à un fonctionnement similaire aux assurances. En France, c'est un régime de protection, qui prélève des cotisations, en échange du versement de prestations diverses, par exemple pour la maladie,
lorsque la réalisation d'un risque, c'est-à-dire un événement aléatoire susceptible de réduire ou supprimer la capacité de gain, empêche le travailleur de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille par son seul salaire. L'affiliation est obligatoire. Avant Pierre Laroque, deux personnages historiques ont élaboré des plans de sécurité sociale. Il s'agit du chancelier Bismarck en Allemagne et de Lord Beveridge au Royaume-Uni. Leurs deux conceptions, c'est-à-dire leurs idées, leurs principes, de la sécurité sociale, sont très éloignées. Pour Bismarck, la sécurité sociale ne doit pas permettre de sortir les personnes de l'indigence, mais plutôt, elle doit éviter que ces personnes tombent dans l'indigence lors de la réalisation d'un risque. Tandis que pour Beveridge, c'est l'inverse, la sécurité sociale doit non seulement éviter que les personnes tombent dans l'indigence, elle doit aussi les aider à en sortir. En 1945, Pierre Laroque a dû choisir entre ces deux conceptions. Il fallut alors étudier les avantages et inconvénients de chaque système pour en tirer les conclusions les plus justes, afin d'élaborer un système français le plus adapté possible. Il faut noter que l'idée de protection sociale n'apparaît pas en 1945, il existe déjà certains mécanismes qui assurent plus ou moins cette fonction. Effectivement, auparavant, en 1898, une loi du 9 avril vient encadrer la réparation des accidents de travail. Le 30 avril 1930, apparaît une loi sur les assurances sociales. Tout cela est bien entendu lié à l'industrialisation de la société qui amène alors de nouveaux risques, notamment avec le machinisme. Si le Code civil de 1804 a proposé des solutions, elles sont vite apparues insuffisantes. En effet, la technique de la responsabilité civile, ainsi que celle de l'épargne sont difficilement acceptables, en tant que solution unique. La responsabilité civile implique que le salarié prouve une faute de son employeur pour être dédommagé. Dans la pratique, cette preuve va s'avérer quasiment impossible, tandis que l'épargne, solution proposée pour faire face au risque, présente l'inconvénient majeur que la plupart des travailleurs n'ont pas les moyens d'épargner. Problème qui existe encore aujourd'hui. Il apparaît alors que la solution serait la solidarité, et sur ce fondement que sera créé le nouveau système français de sécurité sociale après la guerre en 1945. Pendant le conflit, les différents partenaires, gouvernement, patronat, syndicats, vont réfléchir à ce que pourra être la protection sociale à la fin du conflit. Il apparaît alors un réel engouement pour la sécurité sociale qui se marque par une série de textes, notamment la Déclaration de Philadelphie annexe. C'est à la constitution de l'Organisation internationale du travail, qui impose aux États de mettre en œuvre un programme de sécurité sociale, pour garantir un niveau de soins complet, et un revenu de base à tous, permettant d'assurer une vie décente. Par ailleurs, le retour à la France de l'Alsace-Lorraine va précipiter la question sur le devant de la scène, puisqu'il y existe un système de sécurité sociale mis en place par l'Allemagne. Dans ce contexte, le général de Gaulle va charger Pierre Laroque, un conseiller d'État, de réaliser un plan français de sécurité sociale. Dès lors, Laroque devra choisir entre les deux conceptions précédemment citées. Il faut alors étudier à la fois l'intensité et les limites de l'influence anglaise et allemande sur le système français de sécurité sociale. La réponse permettra alors une meilleure compréhension du système français, mais l'intérêt sera d'une part social, puisqu'il s'agira de mieux appréhender les évolutions qu'il reste à faire dans ce domaine, et d'autre part, historique, puisque le sujet va permettre une étude de l'évolution de la sécurité sociale, ainsi que des deux conceptions opposées de Bismarck et Beveridge. On remarquera alors que le plan français est le résultat de compromis, pas toujours positifs, entre ces deux conceptions. Notre devoir moderne, établir le pacte social congolais. Cependant, vous devriez savoir que ce qui importe n'est pas de calquer ces modèles à notre réalité, mais d'en concevoir celui qui s'impose à nous. Aussi, ai-je parlé d'avoir notre propre cercle, dit du Conseil l'intelligentsia nationale, qui s'occupe d'œuvrer pour nous définir ces choix, par exemple, que nous devrions faire. Ou tout simplement, de créer le modèle qui s'appliquerait au mieux dans notre nation. Cela nous emmène à comprendre que nous devrions, nous arranger pour mettre en place un salaire minimum, équivalent au salaire de base à l'échelle nationale 100 000 FCA, pour tout Congolais justifiant l'âge majeur 16 ans et plus d'en bénéficier, pour quiconque n'aura pas de travail. Et, entre 10 ans à 16 ans, et l'âge mineur, tout Congolais et toute Congolaise, devra percevoir la moitié du salaire minimal congolais 50 000 FCA, afin de financer, entre autres, cette sécurité sociale, comme si tout le monde travaillait. Ce sera la seule innovation à apporter à notre sécurité sociale. Et ces revenus devront être issus de la commercialisation des matières premières du sol et du sous-trait d'union sol.
Il est important de nous engager ainsi à gérer nos ressources avant que nous ne nous attaquions, nous au Congo, et dans le précaré de l'Afrique centrale, ainsi que les autres regroupements sous-régionaux, dans lesquels la bataille trait d'union politique devra être le fait de transformer sur place toutes les matières premières, que nous devrions commercialiser à l'extérieur. Ce qui reviendra à dire que nous devrions contracter un pacte de développement avec les acquéreurs de nos matières premières, de telle sorte que dorénavant, ils ne seront plus jamais commercialisés sous la forme brute, mais transformés. Et cela, pour pourvoir de l'emploi à nos populations. C'est ce qui sera le socle de notre pacte social. 2.5. L'État-providence et son futur devoir. Dans cette recréation de la version congolaise de l'État-providence, le Congolais lambda devra comprendre que nous posons les jalons des devoirs de l'État-providence, lesquels, accomplis manifestement, rendraient possible un développement imparable et juste, dans la nation congolaise, au travers de la résurgence de l'État-providence. Car, toutes les destructions propices à l'anéantissement de notre civilisation congolaise, sont là, démontrées au travers du cercle vicieux du talent oligarque kleptocrate, demeurant dans le fait de ne pas vouloir développer l'économie nationale, pour maintenir les populations dans l'oppression, l'assujettissement, la domination, l'abrutissement, l'aliénation, l'aveuglement, la mendicité inassouvie, dans un élan notoire interne de la prédation monumentale, ainsi soutenue par la malgouvernance. Aussi nous croupissons sous la dictature. Celle qui produit la crise permanente du chômage et du sous-trait d'union emploi. Il fait de telle sorte que, lorsqu'il y a du travail disponible pour les Congolais, il sera question de l'emploi sous-évalué et sous-estimé contre lui. Et cela, au profit des étrangers, des exilés, des expatriés et des apatrides qui se développent, en demeurant sur notre territoire. Toutes les populations du pays sont maintenues dans les liens de la dictature, par le manque d'emplois stables, et donc de revenus stables. Car la malgouvernance produit, une fonction publique précaire, qui est entretenue pour ne pas faire exploser la colère de toute la population, contre la dictature, alors qu'elle est sous-payée. D'ailleurs, là où elle, trait d'union même est improductive, elle ne peut que profiter du fait de servir aux intérêts de quelques activités qui se réalisent en faveur des affaires du dictateur. -2, une fonction privée qui investisse, rien que pour récolter des intérêts qui sont exportés à l'étranger, là où tous clament que l'Afrique est en plein dans la croissance économique. C'est devenu la seconde leurre à laquelle on couvre les Africains, afin de leur soutirer tout. La première étant celle consistant à justifier que l'Afrique serait le territoire le plus riche en potentialité, et en abondance des matières du sol et du sous-sol. Car cette croissance économique, dont l'indice n'est que positif en Afrique, n'avance pas les Africains, mais les investisseurs des multinationales. C'est cela, cette épée de Damoclès qui milite contre nous, à cause des caprices volontaires du chômage, savamment entretenu par le pouvoir en place, qui ne veuille pas établir des infrastructures produisant des emplois. Et en créer autant par une volonté politique manifeste. Je parle au corps des officiers supérieurs, comment pouvez-vous accepter cela? Et, en m'adressant au corps de nos généraux et autres officiers supérieurs, pourquoi ne pouvez-vous pas reconnaître qu'il est temps que nous en finissions avec ce système dictatorial, en procédant par une seconde conférence nationale souveraine congolaise, qui sera un tremplin salutaire pour tous, afin d'offrir une porte de sortie pour chacun de nous. Notre général président sait que dans ces délires autocrates, il sombra dans l'argumentation ténébreuse, qui lui fasse dire qu'il ne voudrait s'engager aucunement dans cette industrialisation du pays, ou la création des emplois. Car, se dit-il sempiternellement, ce seraient les sudistes qui en profiteraient, parce que son pouvoir reconnaît en ses fils et filles, les capacités de savoir se débrouiller, mieux que les nordistes. Lesquels, eux, sont plus enclins à la consommation, et à l'acquisition du gain facile. De cet argent facile que le pouvoir leur assure à déposer dans les paradis fiscaux, les banques européennes, américaines et asiatiques, et plusieurs entreprises demeurant sur ces mêmes territoires. Ils sont des aptes pour dilapider de l'argent que de le fructifier. Car, comment puisse-t-il se faire qu'un dirigeant ait de telles pensées en soi, et les proclamer devant les siens, s'ils ne se rendent pas compte qu'il fasse ainsi l'apologie de la médiocratie, qu'il entretiendrait de manière permanente dans la nation, surtout qu'il affirmait cela devant les populations nordistes, qu'il conviait à leur joindre pour renverser le pouvoir démocratique du pays, en pleine guerre civile du 5 juin 1997. Voilà ce qui fasse que les gens abhorrent cette gouvernance sordide, en plus de cela, truffée des détournements colossaux des deniers publics. Quel barbarisme gouvernemental est-ce? Cependant, il tâte le terrain à coups de quelques millions, en corrompant les jeunesses de son parti et certaines populations pour affirmer qu'il serait le seul garant de l'unité nationale.
Mais de quelle unité parle-t-on, lorsqu'il fait un génocide, quasiment au Pool, avec ses premiers ministres du Pool? Et donc, maintenir le pays sans la possibilité de création d'emplois, serait un moyen de se maintenir au pouvoir, car, il sait que, s'il y a du pouvoir d'achat chez les Congolais lambda, ces derniers pourront s'organiser à le destituer. Car, au nord, on se dit le plus souvent, si les sudistes travaillaient, ils se développeraient, et pourraient avoir les moyens de renverser le pouvoir à vie de nos dictateurs nordistes. Quelle gouvernance, qui entretiennent le familiarisme, le clanisme, l'ethnicisme, le tribalisme, le territorialisme, le régionalisme, alors que tous les Congolais n'en veulent plus, depuis les manifestations des événements, ayant entraîné les guerres civiles de 1993, de 1994, de 1997, de 1998, de 2000 et de 2016. Tous les Congolais des quatre coins du territoire national, et ceux de la diaspora ne veulent plus du tribalisme, sauf l'infime minorité au pouvoir qui tente d'entretenir ce que la population ne voudrait plus voir régner au Congo, qui engendre ce recul civilisationnel, nous reculant de 5 siècles auparavant. Cependant, tous, nous reconnaissons que la venue de la démocratie congolaise a mis un terme final au tribalisme. Et, nous le savons tous, en sachant que Sassou II et Sassou III ne se sucrent qu'avec l'infinie minorité de sa caste oligarque kleptocrate, et l'autre infinie minorité qui s'engraisse des miettes qui tombent de la table de la progéniture biologique et politique du pouvoir. C'est quelque 1% de la population congolaise sur les près de 5120 millions des Congolais. 2.5. Le devoir du futur État-providence. Cependant, l'État-providence ne signifie rien d'autre que la bonne gouvernance, qui œuvre pour mettre en évidence l'acquisition de chaque citoyen à ses droits fondamentaux ou à ses besoins essentiels, dont les basiques sont ce que je vais vous présenter, dans mon programme suivant. Tel que susmentionné, 1. Le manger. La révolution des mentalités pour un État qui veuille se développer commence par la production de la saine nourriture. L'autosuffisance alimentaire est la première barrière contre la résistance à tout endoctrinement et vassalisation politique, par les puissances étrangères. De même que la famine est la plus puissante arme de destruction massive de la volonté de combattre contre son ennemi, l'autosuffisance alimentaire est la puissance dissuasive d'un belligérant, et le contraigne le plus souvent à reculer et abdiquer. Tout dans une révolution commence par le domaine de la production agricole et agro-industrielle. C'est pourquoi les puissances internationales ne tiennent pas à émanciper ce domaine en Afrique, car, ils veulent maintenir la supériorité de leur puissance agricole et agroalimentaire, sur les nations africaines, afin de les affaiblir sempiternellement. Pensons-y. La révolution de l'exode urbain, il faille savoir que cela sera rendu possible par un programme ambitieux de l'exode urbaine congolaise que nous allons réaliser de manière moderne, mettre tous les atouts de la modernité, de la semi-mécanisation de l'agriculture, afin de créer des postes agricoles suffisants pour fixer dans les campagnes la jeunesse congolaise. Et cela aura pour but de désengorger les villes et centres urbains primaires, secondaires et tertiaires. Mais aussi de créer des grands centres agro, traits d'union alimentaire avec l'industrialisation de la production des aliments viables. Et cela devra se faire entre les jeunes populations et tous les affairistes nationaux et internationaux, ainsi que les coopératives et autres consortiums dans le domaine agricole et agro-industriel. Et cela, afin que nous réalisions certains nobles buts consistant à produire de la nourriture pour cette humanité. 2. Le boire, la soif que l'on ne mentionnerait jamais, dans un territoire jonché d'eau potable, ressurgissant des fleuves, des rivières et des ruisseaux potables, ainsi qu'une nappe phréatique vachement potable, est mentionnée curieusement. Et cela aura lieu, en produisant un système de canalisation et d'irrigation moderne, pour produire à suffisance de l'eau pour les 5,3 millions des Congolais, mais se mettre à produire de l'eau minérale pour l'exportation. Et comment peut-on comprendre qu'il y ait, au Congo, de la soif, alors que nous avons toutes les réserves d'eau naturelle qui feraient que nous ayons l'eau potable à la portée de tout le monde, par un réseau moderne irriguant au moyen d'une canalisation ultramoderne, faisant que nous ayons des robinets stables, partout, même dans les coins les plus reculés de la campagne, et de toutes nos frontières, avec les autres pays nous environnant. Et, dans tous les coins et recoins du territoire de la nation. Là où nous reconnaissons que pitoyablement, l'eau potable manque dans certains quartiers de nos villes, et autres centres urbains tertiaires, secondaires et primaires. Avec un système de canalisation si vétuste qu'en parler enrage, le cœur est produit de la migraine. Celle qui cause un tel ressentiment contre la vie de tous ceux qui sont des fonctionnaires de notre administration. Et les politiciens du pays de tous bords. Franchement,
que l'eau potable manque aux Congolais, un pays béni d'une hydrographie si riche, n'est-ce pas là les preuves que le gouvernement est suicidaire et dictatorial, incompétent et médiocre? Cela ne crève-t-il pas les yeux? Et c'est ce qu'il faudra changer, par une volonté politique révolutionnaire. Et les factures d'eau potable s'accumulent, quand bien même que le service n'est pas raisonnable. Il faille révolutionner cela. Une injustice monumentale quoi. 3. Le loger, le contraste du lotissement de nos villes à deux vitesses, exposant de manière éhontée la fragilité sociale, et le fossé béant des classes dans la nation congolaise, est à abolir. Heureusement qu'avec cette minable politique du lotissement citadin, ce ne sont pas rien que les habitations de la classe inférieure et moyenne, qui s'écroulent sous les érosions que personne n'a pu prévoir, faute de manque de prévision dans la politique du lotissement national. Ce qui est advenu au viaduc de la Corniche en est une illustration saisissante, ainsi que toutes ces voies qui s'effondrent, et autant que les quartiers de certaines villes, qui se détruisent, puisque mal édifiés. Pourquoi ne développe-t-on pas l'habitat pour les Congolais, afin de diminuer le coût de location des habitations privées, dans lesquelles les Congolais vivent, au lieu d'encourager le lotissement des infrastructures et des structures viables de l'habitat national? Cela, pour que les populations héritent progressivement des habitats durables, au lieu de n'en construire, dans le programme de la municipalisation accélérée, rien que des locaux abritant des infrastructures et structures étatiques, ce qui n'abrite pas des populations, mais qui assure le confort de ceux qui travaillent dans ces structures, et de créer un état d'être moderne, pour l'administration, dont l'intérêt ne serait que la gestion des revenus nationaux en faveur d'une minorité gouvernementale, sacrement sélective. Actuellement, dans Brazzaville et Pointe-Noire, avec la pluviométrie grandissante, à cause des effets du réchauffement climatique, des habitations toutes entières sont submergées, dans certains quartiers, et cela cause tellement des pertes humaines et matérielles aux grands dents de ceux qui y demeurent. Parce que, juste après cela, personne ne les indemnisera, puisqu'ils ne sont pas assurés. D'ailleurs, est-ce que le Congolais sait, trait d'union qu'il devrait assurer son habitation? Il y a aussi un lotissement sauvage et inapproprié, qui est entamé par n'importe qui, là où l'État devient si inconséquent, incompétent et coupable de tout. 4. Le médical, la faiblesse du pouvoir individuel des soins de santé primaires et urgentes, avilissant l'espérance de vie des Congolais, et affaiblissant le corps humain de ce dernier, qui fragilise sa volonté de combattre, pour le relèvement de la civilisation nationale, surtout en temps de crise. Les soins de santé primaires et autres sont scandaleusement onéreux et même les services moins productifs. Lamentable et paupérisant à l'excès. N'est-il pas possible dans notre pays d'enrayer la maladie et le manque criard des soins de santé élémentaires et durables, parce que les revenus ne permettent pas d'assurer un suivi médical moderne, alors que par les moyens du bord, nous accusons une mortalité effroyablement ravageuse, celle qui est parfois causée par la saleté de nos infrastructures sanitaires, comme le C.H.U, que nous appelons le C.H.Tu. Que faire pour que le Congolais lambda se porte bien, alors que, par illustration, les services d'hygiène dans nos villes sont devenus un mirage, en ne sachant plus leur existence pratique, et que les populations incultes, en matière de connaissance des droits et des devoirs sociopolitiques, ne savent même plus que ce ne devrait pas être le président de la République qui mettrait la propreté devant chez eux. Ils ignorent qu'une population maladive est le grand enjeu, que les dictateurs veulent remporter, pour maintenir le pays dans le dictat. Mais qu'une population en bonne santé est la base du démarrage du relèvement d'une civilisation nationale. Par une conscientisation vitale. Qui creuse des fosses juste à côté de chez soi, pour y évacuer les déchets des toilettes tellement insalubres de chaque parcelle de nos villes capitales politiques et économiques, qui le fait alors que nous vivons avec nos maires dans nos quartiers, qui savent que les services de voirie ne fonctionnent plus convenablement, depuis des décennies, et que ces services sont récupérés par les proches du dictateur après avoir détruit les nationaux. Nous savons que l'État est tellement fautif dans ce qui suit. Mais pourquoi nous ne nous révoltions pas contre ce qui, à la base engendre notre dépérissement? Est-ce que cela est un affront au pouvoir, s'il faille parler ainsi? Il n'oriente personne pour bien se comporter et ne lui en donne pas les moyens. Mais, pourquoi est-ce que nous conservons nos dirigeants qui sont-ils au pouvoir? Peuple congolais? Allons y vaincons. Si nous voulons nous développer, il faille nous battre pour que les Congolais soient tous en bonne santé. -1. Construire des structures médicaux, hospitaliers et sanitaires modernes, et moderniser les structures d'enseignement et de formation. -2.
faire venir du personnel parmi nos cadres qui sont dans toutes les diasporas, pour qu'ils viennent développer ce domaine. -3. Former et informer nos populations en leur apportant le nécessaire pour qu'ils ne soient pas étrangers aux devoirs médicaux et aux exigences se rapportant au développement de la bonne santé de n'importe qui. Il faut faire revenir les enfants de la diaspora pour cela. 5. Le déplacer, la crise des infrastructures routières valables et durables, ainsi que le caractère onéreux des réseaux de communication électronique qui fragilisent le développement est atténué, par une volonté de création des voies et moyens de communication modernes. Tout investissement humain, financier, technologique et celle de la coopération Nord-Sud devra s'axer sur ce développement capital de l'économie congolaise. Si de nos jours la Chine déploie le chemin de la soie entre la Chine et l'Allemagne, c'est ce que les traits d'union puissance internationale savent, ce qu'il y a d'important dans le développement multiforme des voies et accès routiers de tout genre. Eh bien, il suffit de s'y mettre véritablement pour réaliser ce que les pouvoirs antérieurs ont toujours feint de créer, et nous développerons nos communications modernes. De combattre la grande bataille de développement de l'infrastructure routière, citadine, campagnarde, pour un véritable désenclavement de l'arrière-pays, efficace et manifestement effectif, en vue de permettre l'exode urbain, le désengorgement citadin, et l'amorce de l'encouragement des populations de produire leur propre gagne-pain, en travaillant la terre, et en se développant ainsi, modernisant ce secteur de production, par une politique de stimulation rurale, pour nos populations. Tout en créant des emplois dans le secteur de l'entretien routier viable, afin de ne pas voir la détérioration de notre tissu routier. Tout ce que nos dirigeants viennent observer au cours de leur voyage à l'étranger, et du fait qu'ils demeurent le plus souvent en Occident, en Orient, chez leurs familles et leurs maîtresses. De rendre les communications fluviales, routières, aériennes fiables et stables, que performantes, et les télécommunications rentables et à faible coût pour l'utilisateur, comme le monde est en train de le faire avec le cellulaire, l'audio et l'audiovisuel, le télévisuel, l'Internet et les autres réseaux sociaux, pour ne pas accuser du retard dans ce qui émancipe les autres civilisations. Des promesses sont faites à propos de la réalisation des projets routiers, mais elles n'accouchent le plus souvent que des souris, et les dirigeants en sont à l'aise, puisqu'inquiétés par personne. Et vous dites que nous avons une gouvernance et des populations vivantes au Congo. On que c'est juste de dire que nous sommes des morts vivants, et non des vivants. Car, le vivant se bat pour améliorer ses conditions de vie. Mais si nous ne faisons pas ce que font les animaux, combien plus bestiaux sommes-nous par rapport au règne animal. Proverbe 6, 1, trait d'union 11 devra nous rendre sages et intelligents. 6. La liberté de jouir de la lumière du jour, le dépérissement du cœur du Congolais par les prédateurs des croyances qui foisonnent partout, -1, en politique, -2, et en religion et structures semblables, a eu pour conséquence la détérioration fatale du système éducatif. Ainsi, à cause de cela, et en considérant tout ceci, un phénomène extrêmement dangereux vient de naître de la destruction du devoir et de la responsabilité étatique dans l'éducation, l'instruction, la formation et l'information, le renseignement en ce qui concerne tous les domaines pour les populations. Et ce poison en question, c'est le faux mouvement religieux, ecclésiastique, spirituel, cultuel, qui n'est rien d'autre que l'activité sectaire, occulte, obscurantiste, philosophique sacrée, etc., qui gangrène la société, en emprisonnant les populations sous le diktat des conducteurs de ces structures, dont je viens de faire mention, doit être anéanti. Les fausses croyances en terminent avec ce que la dictature socio-économico-politico-militaire n'a pu détruire, dans nos populations, en les conservant dans leurs proportions exsangues. Les politiques étant incapables d'affronter ce phénomène, alors que les populations viennent de sombrer doublement entre les mains des prédateurs sociaux les plus dangereux, surtout qu'ils sont censés s'occuper du domaine de la croyance individuelle et collective, en osant se porter garant d'assurer la vie de l'eau, trait du nion de la, de toutes les populations. Lesquelles, n'ayant rien reçu ici-bas, parce que les régimes entatiques leur ont tout pris, puisque privés de leur héritage, espèrent au moins mieux préparer leur vie dans l'au-delà. Or, à ce propos, ils tombent dans les pièges de l'oiseleur des dictateurs, dans le domaine de la croyance. Celui des gourous, qui eux aussi, se font la malle sur les pauvres gens déjà appauvris, par le pouvoir dictatorial en place. Des millionnaires du domaine de la croyance apparaissent et commettent de tels forfaits et crimes de croyance, aussi meurtriers que ce que commettent les politiciens. Le ravage des faux conducteurs de la croyance, nos populations sont pourchassées sur tous les fronts par des prédateurs, et les plus dangereux sont ceux-là qui ont établi sur eux un système fiscal de la dîme, que le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance n'autorise pas, comme doctrine. Et ils ont encore d'autres actions illégitimes,
illégales, illicites, par lesquels ils s'enrichissent sur leurs adeptes qu'ils perdent doublement. -1. En leur enseignant le faux enseignement de la croyance, et -2. En s'empiffrant de leurs biens terrestres temporels injustement, et parfois naturels, en s'engraissant des services corporels des hommes et des femmes, dans une illégitimité impudique, mais que personne ne réprime. Parce qu'ils déclarent que seul Dieu devrait le faire. Alors que lui, Dieu, il le fait par ses envoyés et sa doctrine. Tout cela devra s'arrêter en mettant en exergue le vrai enseignement de la parole de vie. Et, les politiques de l'État de la nation sont incapables de réagir à ce propos. Lesquels hommes et femmes politiques et hommes d'État, croyant que la politique fait partie intégrante du domaine du mal, encouragent, supportent, et même enrichissent ces escrocs du domaine de la croyance, en leur assignant une telle impunité. Ils sont à côté de tout en estimant qu'ils peuvent les protéger et leur assurer et le succès politique, à cause du public qu'ils drainent, et l'éternité, en croyant que Dieu les connaissait, et que ce serait lui qui les aurait mandatés, alors que cela est faux. Dieu ne les connaissant point. Conséquemment, qui délivrera nos pauvres populations, sinon, les nous autres, puisque vous n'y voyez que du feu. Voilà que nous devrions nous engager sur tous les fronts, si nous voulons bien réussir le relèvement de la civilisation congolaise. De la sorte, il est temps que nous établissions un ministère des cultes et des affaires religieuses congolaises. Cependant, cela fait partie intégrante de la vision du nouveau trait d'union Congo. C'est à cause de cela que je viens de publier un ouvrage intitulé « Rétablir la relation ministère-Église », conclusion, tome 3, rendre à César ce qui est à César. Et cela devra être manifeste pour régler cette problématique que causent les fausses professions et pratiques, les macules, les forfaits, les crimes de la religion, de l'Église, de la spiritualité, du culte, de la secte, de l'obscurantisme, de l'occultisme, etc. dans nos pays. Ne voyez-vous pas l'intérêt de créer une telle structure? Est-ce que le faire signifierait que l'État n'est plus laïque? Cette composante deviendra la force politique de demain. Qui maîtrisera le cœur du Congolais fera avancer le Congo dans la direction qui s'impose, sachons-le. 7. La droiture et le justifiable, la crise de la liberté, de la justice et du droit de l'humain, en général, et du Congolais, en particulier, écrasé par la dictature des plus forts, imposant l'injustice à la place de la justice, devra être anéanti. Surtout lorsque le pouvoir politique s'érige au-dessus de la Constitution. Par illustration, lorsque l'ex-président Denis Sassou Nguesso a tout simplement marché sur la Constitution de 1992, procédant de la Conférence nationale souveraine de 1991, initiant le cours historique de la démocratie congolaise. C'est cela qui devra nous encourager à rassembler tout le monde et régler cela. Et tout ceci, en tendant à rendre le Congolais libre de s'épanouir dans la liberté de penser, de s'exprimer, d'agir, et de s'émanciper dans un élan d'ingéniosité créatrice, dans l'entrain de l'innovation entrepreneuriale, la créativité, le lobbying entrepreneurial, la recherche, le génie créateur, l'activité des savants, l'expression des leaders d'opinion, des élites, de l'intelligentsia, des stratèges nationaux, et autres spécialistes de l'action enrichissante et qui boostent nos populations, dans toutes les ferveurs et engagements créateurs. Et, l'encouragement de ces principes moteurs du développement des civilisations. Qu'il naisse des groupes des donateurs incitant ceux qui peuvent être mis en évidence. Pour faire éclore la gloire entrepreneuriale des Congolais. Pour créer des conditions nouvelles d'existence et de production des biens terrestres temporels, et des biens moraux et spirituels. Parce que, si nous n'avons pas des pionniers qui s'élanceraient dans ce sens-là, pourquoi tablerions-nous à démontrer que nos aïeux furent les promoteurs de la civilisation humaine mondiale? Si et seulement si nous ne pouvons nous y remettre actuellement, c'est aussi là le rôle de la force armée congolaise de pouvoir organiser, financer, orienter et produire de l'innovation dans les domaines scientifiques, techniques, technologiques et nanotechnologiques, en s'occupant de la primauté de la créativité de ces forces innovantes. Car, quel humain vivrait-il à l'aise dans un système où la religion deviendrait la faculté de lui priver de tout ce qui puisse l'épanouir, de le nuire sempiternellement, à souhait, comme le font les rares bénéficiaires de la caste, qui gèrent tous nos revenus nationaux de notre PIB national, en les empochant, et prennent le plaisir de le réaliser contre nous, qu'ils voient se manifester contre lui, un pouvoir en place qui ne veuille pas de son développement individuel et communautaire, mais qui, bien au contraire, agissent pour tout empêcher, et le réduire à l'état primitif, et de primate, tout en étant en face des besoins modernes. Tout Congolais lambda est justiciable,
Être justiciable provient du verbe de l'ancien français justicier, punir, du latin justitia, justice, ayant lui-même pour racine, jury, le droit, au sens de permission en matière de religion. En tant qu'adjectif, l'adjectif justiciable, en parlant d'une personne, signifie, -1, au sens général, celui qui est responsable devant la justice, qui a des comptes à rendre à la justice. -2, au sens spécifique, qui relève de tel ou tel juge ou d'une juridiction adaptée à son cas. Par illustration, -2.1, être justiciable d'un juge de droit civil, -2.2, ou être justiciable d'une cour d'assises. -3, au sens figuré, qui peut être jugé par ou qui relève de ou qui a besoin de. En estimation, -3.1, être justiciable devant ses pairs, -3.2, devant l'opinion publique. -3.3, une maladie justiciable des antibiotiques. -4, c'est le synonyme de jugeable, ou d'arbitrable. Communément, reconnaissons -5, qu'un justiciable est, -5.1, une personne susceptible de se retrouver devant un juge ou, -5.2, en capacité de faire reconnaître et d'exercer ses droits en justice. C'est le cas, -5.2.1, par exemple, lorsqu'on sollicite un juge pour trancher un conflit ou, -5.2.2, qu'on est convoqué devant une juridiction, à la demande d'un tiers. Exemple, le droit des justiciables à un procès équitable. Alors, -6, la justiciabilité est l'état de ce qui est justiciable. 8. Le vêtir, tout ce que nous pouvons faire à ce propos c'est de pouvoir émanciper les comportements. Et le but n'est pas de faire que nos populations se pervertissent, comme le sont celles des autres nations internationales. Trait d'union, notre imitation du vestimentaire européen, trait d'union, mais d'éduquer la population à savoir que l'on puisse se vêtir décemment, en honorant ce que nous sommes individuellement et collectivement. Et cela impose aussi le fait que nous puissions développer ce domaine de la production vestimentaire en créant des infrastructures agricoles de production de coton, du lin, du cuir, de lin, et autres matières premières à l'industrie textile, comme le caoutchouc, qui est un matériau qui peut être obtenu soit par la transformation du latex, lui-même sécrété par certains végétaux, par exemple, l'EVA, soit de façon synthétique à partir de monomères issus d'hydrocarbures fossiles, puisque nous sommes producteurs de pétrole et de gaz. Il fait partie de la famille des élastomères. Et en plus, développer les structures et infrastructures de transformation de cette matière première en matière de base de la mode. Cela se fera pour émanciper le vêtir congolais et diminuer la dépendance à la mode étrangère. Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour combattre la dépravation des moeurs, des traditions, de culture, par une production des industries vestimentaires, capables de concurrencer les modes internationales qui avilissent nos cultures, et aussi de s'autosuffire dans cela, au lieu de toujours demeurer un importateur à vie de ce que produisent les autres. La fierté congolaise devra s'afficher dans tous les domaines qui fassent que nous nous suffisions en tout. Où est parti Kinsundi et Impreco, et les structures agricoles de base qui fortifiaient ces deux usines, établies par la gouvernance d'Alphonse Massamba Deba, et que ceux qui ont pris le pouvoir après lui ont détruit. 9. L'éducation, voici le plus grand chantier de notre projet de société. Car ce qui a fait que la nation s'écroule c'est la dépravation des us, moeurs et coutumes, qui aura produit un analphabétisme éducationnel et politique, intellectuel, sapiential, celle des élites, des dirigeants ayant rendu favorable le maintien de la dictature, par les pressions de la corruption, de l'injustice, de l'impunité et de l'intolérance, manifestant le dépérissement du système éducatif. Combien le système éducatif étatique est-il démissionnaire, et je dirais consciemment démissionnaire, à bon escient. Car, le pouvoir dictatorial sait en profiter, étant entendu que c'est lui qui le pervertit ainsi. Pour asseoir sa domination, sur la population inculte politiquement, socialement, moralement, mentalement, culturellement et psychologiquement. Conséquemment, en renversant cette tendance, nous aurions tout simplement le sens inverse de ce chaos, qu'aura produit la dégradation de l'éducation nationale. Ainsi, il ne faille plus que nous permettions cela, à tous les sens. Il faut prendre la paternité productive de l'éducation. Car, reconnaissons qu'alors que l'éducation générale est pervertie, les gouvernants, les généraux et des hauts fonctionnaires pillent les finances nationales pour envoyer leurs descendants étudier en Europe, en Amérique et en Asie.
les potentats de la bourgeoisie des structures religieuses volent les dîmes des serfs et adeptes de leurs structures et infrastructures apostates pour envoyer leurs descendants et familles proches s'instruire à l'étranger, alors que ceux-ci se laissent abrutir. C'est scandaleux dans tous les sens. La révolution de l'éducation, produire ses propres programmes d'éducation, et pour parvenir à cela, nous devrions faire que notre ministère de l'Éducation nationale s'occupe de produire, lui, trait d'union même, ses programmes de formation et d'information dans tous les domaines de l'éducation. Et pour cela, nous produirons une commission nationale chargée de la conception des programmes, dans tous les domaines, ayant trait à l'éducation nationale, en sciences, en technique, en technologie, en nanotechnologie et les sciences des relations humaines, les sciences religieuses concernant le spirituel et le cultuel, le religieux, l'ecclésial, le sectaire, l'occulte, obscurantisme, le moral, le mental, etc. C'est lorsque nous sommes indépendants de toute emprise dans ce domaine que notre développement sied et se manifeste, au seuil de notre aurait civilisationnel d'épanouissement. Voilà une bataille que nous devrions gagner, maintenant même. Car l'indépendance de la production des programmes d'éducation nationale est la base de la révolution des mentalités. C'est incontestable. 10. Le familial. Parlons-nous du familial? Certainement. Alors nous nous attaquons à la cellule nationale fondamentale. Car la cellule familiale est la constituante de base de toute société organisée. Elle est mise en péril par la malgouvernance. Le dépérissement de la cellule sociale est détruite, car l'activité conjugale en est pervertie, et les engagements maritaux sont tellement onéreux que les gens préfèrent les contourner, pour vivre ensemble, sans compter les dommages collatéraux que cela puisse entraîner spirituellement, moralement, mentalement, psychologiquement, socialement, impactant ainsi, malheureusement, la vie sociale de toute une nation. Celle dont les membres ressentent l'envoûtement comportemental. Cela annule de beaucoup la détermination individuelle et communautaire, qui permettent de remporter la victoire, au quotidien du combat contre les antivaleurs. Parce que l'engagement de n'importe quelle activité de l'être humain provient de son cœur et de sa stabilité dans la cellule familiale. Lequel est ainsi empoisonné par des vendeurs du temple, des voleurs des croyances, et des escrocs religieux, associés aux charlatans sociopolitiques. Qu'est-ce que nos populations ne croupissent-elles, pas sous la forme de tous les jougs? Et la famille, elle, demeurant au centre de tout cela, en subit le coup fatal qui fasse que, toute la nation elle-même subit cette fracture fatidique. Le haut sommet n'étant point exemplaire. Mais, produisant, le sens contraire, du bien faire et du bien-être là-dessus. Au jour où l'homme politique se rendra compte que, l'expression de toute gouvernance, demeure dans le résultat que cette dernière a, sur la cellule familiale, et que, l'impact de la cellule familiale, ne définit pas microscopiquement ce qu'est la vie nationale macroscopiquement, mais qu'il détermine ce qui se traduira en national, alors, l'œuvre politique commencera à assainir la vie familiale de chaque entité nationale, prise dans ce contexte. Ce que nos dirigeants ne peuvent faire, du fait qu'ils sont les champions des traits d'union valeurs familiaux. Ils manifestent une telle délinquance sénile qu'ils ne peuvent réprimer la délinquance juvénile. Ils utilisent leur pouvoir politique pour régler leurs comptes avec des faibles gens, individuellement ou communautairement pris en étau. Ils sont des gangrènes morales inextirpables. Voilà le devoir sacré auquel devra s'attaquer une nation qui se veut démocratique et moderne. Et c'est ce à quoi nous devrions nous affronter primordialement. Comme, qui dirait, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce qui signifie que cette activité dont nous parlons en dernier, sera le premier à laquelle, la politique de ce nouveau Congo devra s'attaquer. Parce que le développement de notre société repose sur ce que nous ferons, -1, pour la prévention des risques de déconfiture familiale, -2, de protection familiale, -3, et de sécurisation sociale et économique de la cellule familiale congolaise. Et pour cela, -4, il faudra créer des maisons de la République pour consacrer ces activités à l'éducation familiale, et à l'orientation de cette dernière vers les sillons du développement de tout genre. En guise de conclusion sur ces 10 sous-points, c'est la volonté qui fera que nous transformions les 10 besoins fondamentaux du Congolais lambda, et non, les détails à en mentionner les solutions. Car, le foisonnement des solutions là-dessus demeure en quiconque. Il faille conséquemment faciliter l'expression de tous sur ce